Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La France sombre de plus en plus dans de nombreux scandales en Afrique. En fait, M. Juan-Rémy Quignolo, de nationalité française, a été arrêté lundi le 10 mai par les forces de sécurité à Bangui. Au moment de son arrestation, le mercenaire français était en possession d'une importante quantité d'armes et de munitions. La mission diplomatique française en République centrafricaine est restée silencieuse jusqu'ici. Mais comment comprendre les objectifs de tous ces crimes organisés par la France en Afrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Centrafrique, des mercenaires français au secours de Paris, c'est notre grande interrogation ce matin. L'arrestation d'un Français détenteur d'un important stock d'armes et soupçonné d'activités terroristes par les autorités centrafricaines a mis tout Bangui en émoi. Coupe militaire impeccable, mâchoire carrée, visage fermé, Juan-Rémy Quignolo, la cinquantaine visiblement sportive, crampe son regard dans celui des policiers qui l'interrogent et ses deux pieds dans la poussière devant les locaux de l'Office central pour la répression du banditisme, en abrégé OCRB, une unité spéciale de la police centrafricaine. Et à ses pieds sont étalés, placés bien en évidence pour les besoins d'une présentation à la presse convoquée pour l'occasion, les nombreuses pièces d'un véritable arsenal de guerre. Fusils mitrailleurs, pistolets, fusils à lunettes, munitions diverses en grand nombre. Il y a là de quoi équiper une petite escouade, du matériel de bivouac, aussi des lampes électriques aux sacs de couchage, en passant par les Rangers et autres capes de pluie couleur kaki que l'on imagine fort utiles dans les forêts centrafricaines où la saison des pluies a démarré il y a quelques semaines. Les photos, mesdames, messieurs, vous les voyez devant vous. Autour de lui, des hommes de l'Office central pour la répression du banditisme, OCRB, une unité spéciale de la police centrafricaine, qui l'ont arrêté à Bangui ce lundi 10 mai 2021. Ces images ont fait le tour du monde et surtout le tour des réseaux sociaux. La photographie de son passeport aussi, on espère la voir justement dans ces images. Eh bien, un document délivré le 1er février 2017 par l'ambassade de France à Bangui au nom de Juan-Rémy Quignolo, né le 17 janvier 1966 à Tunis. Sur un autre de ces clichés, très largement partagés, on peut voir un visa pour le Mali, oui, vous l'avez bien suivi, à entrée multiple, valable du 11 novembre 2020 au 11 mai 2021. Mais que faisait ce barbouze en République centrafricaine avec tout cet arsenal militaire? Qui l'a commandité et pour qui travaille-t-il? Présenté comme un militaire à la retraite par le procureur Tombo, Quignolo serait à Bangui depuis 2013. Il semble qu'en 2013, il faisait partie des encadreurs de la Sélica, a assuré le procureur de la République de Bangui. Il était là avec Bernard Cousin et Renato, a ajouté le magistrat, affirmant que ces deux derniers, en 2019, activaient les extrémistes de PK5, le quartier musulman de Bangui. Christophe Renato, un autre Français, est un chef d'entreprise français qui se décrit comme un expert en géopolitique africaine et en sécurisation des zones hostiles chez Camélie Diamonds sur son compte LinkedIn. Allez savoir justement ce que fait ce genre de personnage sur le sol africain. Mais que faisait cet ancien militaire, nous dit-on à la retraite, en Centrafrique? Que cherchait-il? Que faisait-il avec le drapeau russe dans son véhicule? Oui, vous avez bien compris. Il avait justement dans son véhicule et roulait avec un pick-up avec le drapeau russe. Mais que faisait-il justement avec le drapeau russe dans son véhicule? Était-ce pour discréditer la présence russe sur le sol centrafricain? Était-ce pour encore continuer à dire haut et fort dans les médias mainstream que les Russes font des exactions du côté de Bangui? En tout cas, nous nous interrogeons. Était-ce une autre occasion pour la France, comme à son habitude, d'accuser les soldats russes d'exaction? En tout cas, l'ambassadeur de France en République centrafricaine est muet comme une carpe dans cette affaire. Autre fait, la France veut extirper au plus vite leurs espions et terroristes des mains des autorités centrafricaines pour éviter le scandale. Depuis quelques heures, eh bien, les pressions ont commencé. Les pressions de la France sur les autorités centrafricaines. Eh bien, les autorités françaises demandent au plus vite
que les autorités centrafricaines fassent tout pour extirper et sortir M. Quignolo des griffes de la justice centrafricaine. D'ailleurs, on se rappelle du scandale, il faut le dire, de l'âge de Zoé, du côté du Tchad. Tout de suite, précisons-le, François Hollande a mis en œuvre en déclarant, Sarkozy autant pour moi, a déclaré haut et fort qu'il fallait sous 24 heures les relâcher pour qu'ils rentrent immédiatement chez eux. Messieurs, scandale, il y en a déjà. Qu'est-ce que la France va encore faire pour se sortir de ce énième scandale sur le continent africain? Cette fois-ci, c'est un scandale à ciel ouvert. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a noté, tout le monde l'a compris. Et il n'y a pas un seul coin de l'Afrique qui n'est pas au courant de cette affaire de ce lundi 10 mai de l'an de grâce 2021. Que va-t-elle expliquer au monde entier? Que va-t-elle dire pour se disculper? Nous nous interrogeons. Voilà pourquoi ce matin nous mettons sur la table Centrafrique, des mercenaires français au secours de Paris. Pendant ce temps, mesdames, messieurs, il faut également le préciser, une marche contre la MINUSCA et sans oublier la France qui avait été programmée pour le jeudi 6 mai dernier a été reportée pour ce mercredi 12 mai. Eh bien, la journée du mercredi 12 mai, du côté de Bangui, du côté de la République centrafricaine, est classée noire, où élèves, étudiants, mototaximens, mamans, papas, sans oublier tous les chômeurs, les associations sont attendues dans les rues de Bangui pour dire à la France de dégager de son sol. Voilà les informations que nous avons pour cette matinée. Président Bandakani, encore un autre scandale, encore un scandale sur le continent africain perpétré par des Français. Il y a encore quelques jours, nous étions sur ce plateau, président Bandakani, où Radio France Internationale accusait d'ailleurs les soldats russes d'exactions sur le continent africain précisément, et de viol d'ailleurs en République centrafricaine. Finalement, M. Quignolo, dans sa voiture, avait un drapeau russe. Pourquoi faire? Je vous pose à vous la question. Je voudrais d'abord apporter toute ma solidarité. La solidarité des panafricanistes au peuple centrafricain qui aujourd'hui est l'épicentre et en première ligne, oui, visiblement, dans le combat pour la libération de l'Afrique, en général et en particulier pour la défaite de la France en Afrique. Donc nous sommes de tout cœur avec le peuple centrafricain qui sera aujourd'hui en manifestation historique contre le scandale, mon cher Gauche. Il y a les scandales, mais il y a le scandale. Et le scandale engendre les scandales. Les scandales, oui. Le scandale, historiquement parlant, c'est la présence de la France en Afrique, en général, et en RCA. C'est ça le scandale. C'est le scandale. Les peuples se rencontrent dans l'histoire, M. Gauche. Pas de voix. Mais les rencontres sont autre chose. On peut se rencontrer par la... Il y a des peuples qui, après la guerre, ont scellé des amitiés, qui ont fécondé des grands pas de civilisation pour l'humanité. Mais pour le cas de la France, c'est une rencontre maudite et maléfique. Et en soi, c'est le scandale. Parce que quand la France vient rencontrer l'Afrique, elle a pensé, elle a élaboré, elle a systématisé la destruction du continent. C'est quand même rare dans l'histoire, ça. C'est-à-dire qu'en venant nous à la rencontre des peuples africains, la France a pensé, élaboré, systématisé la destruction du peuple africain. C'est ça qui est le scandale. Et ce scandale-là est la génitrice de tous les scandales qui suivent. Il n'y a pas un jour dans ce continent où la France n'est pas derrière un scandale sur le continent. Il n'y a pas un jour. Le cas de ce voyou n'est que la suite. Rentre, n'est-ce pas, dans cette lignée ininterrompue de scandale. Parce que la France en Afrique, c'est un scandale. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Un jour, il a dit ça. Deuxièmement, pour comprendre ce qui se passe dans M. Gauche, il faut rappeler qu'Ignolo peut-être va être quelque chose d'extraordinaire pour les nouvelles générations. Mais les générations qui ont une certaine expérience, ceux qui lisent connaissent que c'est la tradition française. Quignolo, là, c'est la tradition française. Française, oui. Vous savez,
les rois, Oui. les royautés, les pouvoirs, depuis que le monde est monde, ont toujours eu, entre guillemets, des tueurs à leur service. Que ce soit les rois ou les Oui. royautés. Il y a ce qu'on appelle la mort légitime. Ceux qui ont le monopole de la mort, Oui. n'est-ce pas, les États, le pouvoir, peuvent décider d'éliminer quelqu'un parce qu'il est dangereux pour la société. Et lorsque on ne veut pas le faire ouvertement, on passe par des professionnels de crime à qui on sous-traite, n'est-ce pas, les assassinats. Oui. Donc c'est vieux. Là où il y a le pouvoir, il y a eu ça. Vous comprenez, il y a eu ça. La diplomatie moderne, qui va remplacer la vieille diplomatie d'antan, n'est-ce pas, va essayer, parlons comme ça, de codifier les relations entre les États, va essayer de les embellir, de les civiliser. Mais tout ça pourquoi? Pour masquer cette permanence de l'État, à savoir le droit de tuer. Mais, monsieur, que le droit de tuer soit légitime et soit réservé à l'État pour le maintien de la paix, pour le maintien de l'ordre, pour la loi. Parce que ce qui fait que la loi tienne, c'est que vous et moi, c'est qu'en dernière instance, si on est têtu, l'État a le pouvoir Oui. de nous mettre hors d'état De nuire. À ce niveau-là, ce pouvoir légitime de tuer est civilisateur. Est civilisateur. Mais quand derrière maintenant, les États passent et en se masquant derrière ce droit légitime de tuer, en fait ce n'est pas tuer, parce que respecter la loi, faire respecter la loi, mais derrière, c'est-à-dire l'État se spécialise dans les coups bas, dans les meurtres secrets, dans des crimes pour les intérêts de l'État. Entre guillemets, on dit pour les intérêts de l'État, crime d'État, raison d'État. Maintenant, quand on va soulever la raison d'État, on se rend compte que ce n'est pas la raison d'État qui est en première ligne, ce n'est pas l'État. C'est le sadisme, c'est la cruauté des dirigeants. Des gens ont des pactes avec des entités même que personne ne maîtrise, que personne n'a lu, que personne ne connaît. Et on met l'État devant et on perpétue des crimes, des choses les plus horribles à imaginer pour la conservation du pouvoir des réseaux, pour maintenir les positions sociales des groupes dominants qui se masquent toujours derrière l'État, pour défendre l'indéfendable, des choses les plus abjectes, mon cher gosse. Des choses les plus abjectes. Actuellement, là, il y a un scandale d'État en France où M. Macron et M. Hollande sont impliqués. C'est-à-dire, je crois que ce sont les commissions liées au Rafale avec l'Inde. Mais c'est un scandale d'État de haut niveau. Vous vous rendez compte que Julie Gaillet, la copine de M. Hollande, sa femme, je ne sais pas dire sa femme, hein, sa copine, c'est-à-dire celle qu'elle allait chercher avec la Vespa. Oui. Et sa copine bénéficie du financement des commissions liées à ce contrat pour, soi-disant, un film. Vous voyez à quel niveau on peut arriver? La France, ça c'est la France. Pareil de M. Macron, le ministre de l'économie, a fait des cadeaux fiscaux. À ses amis. À ses amis liés à ce contrat, des cadeaux fiscaux qui se montent à des centaines de millions. Certainement que par derrière, il y a eu des rétrocommissions. Vous voyez que comment est-ce qu'on peut se servir de la raison d'État? On s'en met l'État devant, on dit le contrat est important, ça va préserver les emplois en France et tout et tout. Mais derrière, il y a là, on veut dépanner la copine d'un président, qui n'a même pas un statut officiel. On dit on veut la dépanner, mais en fait c'est pas elle qu'on dépanne. Le président va aller ramasser ça par derrière après. Il va la dépanner un peu que prendre ta part. Mais l'essentiel, il va prendre. C'est M. Hollande, donneur de leçons. Donc pour vous dire quoi? Pour vous démontrer simplement comment est-ce que la raison d'État peut servir de cache-sexe à des crimes les plus abjects. Oui. Alors, vous me demandez où je suis en train de partir. Je suis en train de poser la perspective. Pour revenir sur le cas français, Oui. de plus indépendant, je laisse la colonisation, où il y a eu des crimes. Ah bon, mais là, ils tuaient comme ils voulaient parce qu'il n'y avait pas de loi, il n'y avait rien. Tout était permis. Mais après l'indépendance, la France va organiser la barbouzerie d'État, sous couvert de M. Focard, sous couvert de Elf. Le Cameroun a subi ça. Je prends un exemple. Moumia a été liquidé par un colonel français, William Bechtel, qui s'est passé pour journaliste. Monsieur là, Juan Quignolo Il se fait passer d'ailleurs pour journaliste. Il est consultant en communication, officiellement. Donc, Moumia, jusqu'à aujourd'hui, la France n'a jamais demandé des excuses. Il est établi aujourd'hui que M. William Bechtel était un colonel qui allait empoisonner Moumia à Genève. Mais la France n'a jamais... C'était un barbouze. Bob Denard, c'était qui? Bob Denard a régné au Comores, en passant par le Bénin. C'était qui?
Mais lorsque les Français ont voulu faire le cinéma, quand c'était déjà trop sale, il a dit, mais faites-moi un procès. Je vais aller parler devant le monde entier. M. Denan n'a jamais fait face à un véritable procès en France. Vous le savez, il n'a jamais été pratiquement inculpé. On a fait la... Parce que quoi? Il agissait officieusement comme mercenaire. Mais c'était un agent de l'État français. Alors quand cette affaire-là devient trop sale, on privatise, on décide de privatiser ces choses-là. C'est-à-dire que des anciens colonels, des anciens hommes de l'armée, qui sont très bien formés, créent des sociétés de sécurité privée. Oui. Et ils signent des contrats avec les États. Mais à ceux-là, on va donner des tâches terribles. Ils font des choses terribles que l'État ne veut plus assumer directement, mais ils font ça en forme de contrat. Mais qui a tué Kadhafi en Libye? Comment l'assassiner? Quand on le prend, qui l'assassine? Ceux qui l'assassinent sont directement liés à Sarkozy. Vous avez vu ça? Vous avez vu quoi? Tous les mercenaires qu'on a engagés pour aller faire les opérations les plus soutenues en Libye, c'est la même dynamique. Quand vous regardez les forces spéciales françaises qui sont allées attraper Gbagbo dans son palais, vous avez à l'intérieur des babouzes à qui on va confier des missions précises, sans trace. Mon cher gosse. Donc, ces gens sont derrière au Burkina Faso il y a quelques jours. Oui. On a assassiné en plein champ de guerre 2 babouzes. Quand ce sont les babouzes français. Ils étaient là pour faire la même chose que M. Quignolo est en train de faire en Centrafrique depuis 2013. Donc, tous les mouvements terroristes, les rebelles qui sont montés dans le continent africain, vous avez toujours à l'intérieur des gens comme Quignolo, qui sont les vrais maîtres. C'est eux qui forment, c'est eux qui encadrent ces rebelles-là. Donc, c'est ça l'histoire de la babouzerie. Donc, ce n'est pas une affaire qui a commencé à M. Quignolo. La France fait toujours comme ça. Les Américains font pareil. Les Anglais font pareil, mon cher gosse. C'est-à-dire, toujours, la babouzerie, l'État est inséparable de la babouzerie. C'est-à-dire, c'est inséparable. Vous avez vu l'affaire Elf. Quand les Français voulaient introduire dans les pays africains un babouze, on le faisait embaucher par Elf. Il venait là comme employé, la Elf, mais en réalité, il venait faire des coups d'État, il venait assassiner tel dirigeant, il venait monter tel chaos dans le pays. Donc, c'est une vieille tradition, mon cher gosse. Vous avez un livre qui est sorti en France il n'y a pas longtemps, Les tueurs de la République. C'est-à-dire des gens qui sont mandatés par l'État français pour aller tuer les gens. Les ennemis de la France. M. Hollande, dans son livre, le confesse. Après le pouvoir, là, il a écrit un livre. Et il confesse ça. Comment est-ce qu'il a pris des décisions pour tuer les soi-disant ennemis de la France, désignés comme tels par la France? Quand vous lisez La Fabrique des Babouzes, c'est un livre qui a été écrit par un excellent connaisseur de l'histoire de France-Afrique, des années 70, je crois. Vous voyez, allez lire ça, vous allez voir à l'intérieur tous les mécanismes qui sont mis en place pour, n'est-ce pas, justifier la cruauté de l'État, perpétrer des crimes qui permettent à la France de maintenir son hégémonie dans les pays sous couvert de diplomatie, de droits de l'homme, tout ce que vous imaginez. Des crimes terribles. En fait, c'est-à-dire, la vraie nature de l'État français, des États impérialistes, ressort dans ces choses-là. Vous croyez que c'est même ça qui est l'essence de cet État-là. C'est-à-dire que c'est ça qui passe le temps à faire. Mais c'est couvert, n'est-ce pas, par l'hypocrisie diplomatique. Alors, pour le cas centrafricain, choses sont claires. Nous avons suffisamment parlé de ça ici. Ça fait des plateaux ici plus longtemps. Le cas récent, c'est simple. Monsieur Quignolo est la face visible d'un iceberg qui est constitué du fait que la France n'accepte pas la présence russe en Centrafrique. Pour elle, c'est une affaire de mort. Pour elle, c'est inacceptable. Pour avoir franchi la ligne rouge, les Centrafricains ont commis l'erreur. Vous savez, à l'époque, M. Kissinger avait dit aux Chiliens que vous avez commis l'erreur de voter à l'Inde. C'est écrit, hein? Vous avez commis l'erreur de voter M. Salvador à l'Inde. On va vous le montrer. Il y a quelques mois qui ont suivi, en passant par ITT, on a saccagé le Chili et on a tué ce monsieur dans son palais. Donc, la Centrafrique, les Centrafricains ont commis un crime de lèse-majesté pour la France d'avoir permis que la Russie vienne s'installer. Eh bien, la Centrafrique doit le payer. Touadéra doit payer ça pour que ça serve de leçon aux pays africains. Vous ne comprenez pas la mort du maréchal Déby, son assassinat géopolitique par la France. Vous ne comprenez pas ça si vous enlevez cet enjeu-là, qui est l'enjeu essentiel de la géopolitique de la sous-région actuellement. Il n'y a pas deux enjeux, c'est l'enjeu essentiel. Vous ne comprenez pas le fait que M. Quignolo, on l'a vu au Mali, il a opéré au Mali. Il a opéré au Mali, où il a encadré les djihadistes désignés comme tels, pour le compte de Paris.
il était là-bas. Vous ne comprenez pas le Mali si vous ne comprenez pas que les Français ont créé 2 armées en Libye, sous couvert de rébellion, une armée à Misrata, une armée à Zintem, pour les besoins de la politique française. Et ces armées-là sont allées où? Ce sont ces armées qui ont constitué l'essentiel des troupes du FAC, qui sont allées servir de couverture pour l'assassinat du maréchal Déby. Vous comprenez? Ce sont ces mêmes gens qui servent de couverture pour les Beaux-Isés, en passant par le Soudan, pour armer, n'est-ce pas, entre guillemets, des rébellions patriotiques, n'est-ce pas, en République centrafricaine. Et si vous le communiquez du CPC hier, le front des Beaux-Isés, ils ont fait un communiqué hier, où on voit très bien que c'est Paris qui parle à travers eux. Donc, tout ce qui se passe là, cette affaire de Babou, ce n'est pas une affaire qu'il faut isoler de toute la perspective de la sous-région, qui est une affaire de vie ou de mort. Paris veut faire payer, et très cher, non seulement à la Centrafrique, mais à tous les pays de la région. Si nous on part, tout se gâte. Si nous on va partir, tout va se gâter. Donc on est prêt à nous créer un scénario syrien ici, où la guerre pour la guerre, un chaos généralisé, pour nous faire payer le fait que nous sommes en train d'être ingrats à l'égard de la France, qui nous a tout apporté, qui nous a apporté la civilisation, qui nous a apporté la langue française, qui nous a apporté le camembert, qui nous a apporté tout ce que vous imaginez, la francophonie. Donc nous sommes des ingrats. Il faut nous le faire payer. Donc c'est dans ce sens qu'il faut inscrire, n'est-ce pas, ce scandale. Qu'on veut isoler en faisant ce énième scandale. Oui, en faisant comme si ce monsieur, n'est-ce pas, était un personnage isolé. Je vous rappelle qu'entre autres, c'est un tournoi de film pornographique. Parce que la barbouzerie est inséparable du sadisme sexuel. Il faut rappeler ça. On vous a compris. C'est comme ça. Vous vous rappelez à une époque, madame, je termine par là, l'affaire du scandale F, il y a une dame qu'on a appelée madame Devier Djonkou, qu'on a voulu liquider dans le cadre de ce procès, avec la frère Silva. Elle a dit qu'avant de me tuer, je veux dire la vérité, elle a écrit un livre, La putain de la République. Elle dit, je suis une prostituée au service de la République. Le ministre des Affaires étrangères m'envoie faire la cour aux dirigeants étrangers pour obtenir les contrats pour la France. Maintenant, quand vous voulez me liquider, je vais dire la vérité aux Français. Mon sexe était une arme pour aller conquérir les parts de marché pour la France. Je vous démontre quoi que la barbouzerie là, c'est inséparable de tout ça. Vous allez comprendre pourquoi quand les militaires français sont quelque part, il y a le viol collectif sur les enfants, et il y a des crimes abjects sur les enfants, parce que tout ça, le crime, tout cela, le crime, la prostitution, la drogue, on a trouvé des drogues françaises, c'est ça monsieur. Comme par hasard, tout ça, ça marche ensemble. Tout ça marche ensemble. Pendant ce temps, qui s'est fait selon le procureur général de la Cour d'appel de Bangui, le mercenaire et terroriste français Juan Rémy Quignolo se présente comme journaliste consultant. Or, selon les informations de la police, l'homme faisait partie des anciens formateurs des combattants ex-Sénéca. Il faut également préciser qu'on a retrouvé sur lui, en dehors des armes et de la drogue, une bonne quantité de Viagra. Ça fait rire, mais... Bon, il faut que je vous le dise, hein, c'est l'information que je vous donne. Je le sais. Vous savez que l'une de ses spécialités, c'était justement de payer de l'argent à des prostituées, à des personnes pour dire que les Russes sont en train de créer du désordre ou bien que les Russes nous ont violés. C'était l'une de ses spécialités, en fait, de dénigrer l'image de la Russie. Oui. C'est pour ça qu'il avait le drapeau russe dans son véhicule. Donc, quand certaines exactions se passaient, il fallait mettre ça sur le dos de la Russie, alors que ce monsieur se shootait, il prenait tous ces éléments-là pour avoir assez de force, parce qu'il prenait ces comprimés-là, vous appelez ça le Viagra, donc pour être en forme sexuellement toute la journée, toutes les semaines. C'est quelqu'un qui côtoyait tous les milieux de la prostitution. Donc, quand vous parlez de mercenaires de Quignolo, premièrement, ce n'est pas son nom, parce que c'est une fausse identité. Deuxièmement, comment l'ambassade de France est muette à Bangui alors que ce monsieur normalement devait être au Mali et il se retrouve à Bangui. Donc vous voyez qu'il y a un flou artistique par rapport à tout cela. Et sa profession, sa véritable profession, on ne connaît pas. Donc si les documents sont déjà d'abord faux, ça veut dire que même sa profession est fausse. Nous savons, le président Bandakani l'a bien étayé tout à l'heure, comment les barbours fonctionnent et comment tous ceux qui travaillent pour certains États fonctionnent en matière de barbouze. Donc aujourd'hui, quand nous regardons cette situation, nous savons que la France a prévu des choses contre le président Faustin-Archange Touadéra. Et c'était l'un des spécialistes qui devait justement abattre le président Faustin-Archange Touadéra, parce qu'il y avait un coup d'État qui était programmé.
Comme ils ont raté pendant la période électorale, maintenant, il fallait trouver des moyens. Parce que vous savez pourquoi ils choisissent la profession de journaliste? Parce qu'en réalité, on a un laissez-passer qui vous permet d'être dans certains événements. Et à partir de là, avec ce laissez-passer, vous pouvez vous positionner à un certain endroit avec tout ce que vous avez comme élément. Parfois, ils ont des micros. Vous savez que la plupart de certains chefs d'État ou bien leaders politiques ont été empoisonnés à partir des micros des journalistes français. Donc, vous savez que c'est une stratégie, c'est une arme, c'est un métier qui permet d'avoir accès à des personnalités, et c'est pour ça qu'il a utilisé cette identité et il continue d'utiliser cette identité. D'ailleurs même, que ça soit RFI, France 24, la plupart de tous ces journalistes ne sont pas du département ministériel de la communication, non, ils appartiennent au ministère des Relations, au Quai d'Orsay. Donc directement, c'est des mercenaires, directement, c'est des agents secrets de la France. Donc quand vous voyez un journaliste français, sachez que vous avez affaire à un agent secret. La plupart, on les connaît, d'autres on les a côtoyés sur le terrain dans notre pays et dans d'autres pays. Donc nous pensons aujourd'hui que cette situation, ce énième scandale, ne vient que révéler la face cachée de la France. La France est un État criminel. Et je l'ai dit et je le redirai encore, nous avons un problème dans notre sous-région, en Afrique, c'est les 3 F. La France, la franc-maçonnerie et le franc CFA. Aussi longtemps que nous n'allons pas nous débarrasser de ces 3 F. Et nous devons commencer avec la France, d'ailleurs même elle est déjà en train de perdre, parce que l'une des plus grandes colères de la France en Centrafrique, c'est parce que justement les Russes se sont installés et les Russes ont formé les FACA. Ça dérange. Et aujourd'hui, la France perd son territoire. Vous savez qu'en République centrafricaine, pour que leur territoire ne servait qu'à creuser à 15 mètres. Quand vous allez à plus de 15 mètres, vous avez violé le territoire français. Donc vous êtes poursuivi par le ministère de la Justice française, par l'État français, parce que vous venez de violer leur territoire, parce qu'un Centrafricain a creusé le sol, ou bien un puits, ou bien quelque chose au-delà de 15 mètres. Donc, quand nous parlons de la France, c'est la malédiction. Et pour que nous puissions nous débarrasser de la malédiction, il faut que nous agissons. Il faut que nous prenions toutes les armes nécessaires. Oui, c'est vous qui parlez de censure, parce qu'en réalité, il ne faut pas que ce genre de message arrive dans les yeux des Africains pour leur dire que mais non, nous avons un pays maudit, que nous avons rencontré un pays maudit. Il faut que nous nous débarrassons de ce pays maudit-là. Et c'est pour ça que la France ne peut qu'utiliser ses barbouzes pour essayer d'éliminer toute personne qui veut apporter le changement dans son pays. Et je pense que la prochaine cible, c'est le président Akans Touadéra, parce qu'ils ont réussi à tuer Idriss Déby. Vous savez que la mort d'Idriss Déby commence à l'investiture de Sassou Nguesso au Congo. Quand il échange avec un certain nombre de personnalités, par rapport à la rébellion qui commence chez lui, il dit, ok, dès que je rentre au pays, moi-même je m'en vais sur le terrain. C'est là où les services français se mettent en branle et informent leur tireur d'élite et tout le reste dit, le président Déby d'ici quelques jours sera sur le terrain. Donc il faut prendre des dispositions pour que dès qu'il soit sur le terrain, il puisse être assassiné, liquidé. C'est comme ça que ça s'est fait. Il a fini d'échanger justement avec certains chefs d'État et certains ambassadeurs français qui étaient là, ont eu l'information et ils ont directement informé. Posez-vous la question, parce que selon certaines sources, il y a ceux qui l'ont accompagné sur le terrain, le président Idriss Déby Itno. Il y avait un Français dedans. Il y avait un coopérant français. Il y avait un militaire français. Pour ce militaire français-là, il a disparu complètement. En réalité, c'est lui qui pistait. C'est lui qui donnait les positions exactes du président maréchal Idriss Déby. Parce que c'est lui qui avait le GPS de localisation. À partir de là, maintenant, avec ce que vous voyez Guignolo a dans sa maison, ça veut dire qu'à forte distance, on peut vous atteindre. Automatiquement. Sans compter, ils ont des jumelles, ayant déjà la position avec la position du maréchal Idriss Déby, avec une arme aussi sophistiquée, parce que vous voyez les soldats centrafricains, ils n'ont pas ce genre d'arme, mais vous avez quelqu'un qui se prend pour un journaliste qui a ce genre d'arme. Et RFI commet la bêtise en disant que non, il était là pour la protection des ONG, comme il travaillait avec certaines ONG. C'est un aveu. Voilà. Donc c'est un aveu de culpabilité. C'est un aveu que non, ce monsieur est là en réalité pour créer le désordre en Centrafrique. Et quand vous regardez les procédés, comment
la France a procédé d'abord pour faire entrer M. François Bozizé au niveau de la Centrafrique, parce que c'est la France qui a fait entrer Bozizé en Centrafrique, parce que Bozizé était déjà faisait l'objet de poursuites parce qu'il avait un mandat d'arrêt international contre lui, et comme il préparait déjà ce coup, parce que Touadéra avait déjà montré aux yeux du monde ses velléités de changement, de révolution, en se penchant déjà vers la Russie, alors ils ont commencé à prendre des dispositions petit à petit. Il fallait faire revenir Bozizé pour qu'il soit le challenger aux élections présidentielles. Comme Bozizé n'a pas pu, parce que c'est un hélicoptère français qui l'a porté de l'Ouganda pour venir le faire déposer à la frontière entre de la RCA pour qu'il puisse pénétrer. Et il a été sécurisé par la France, par les soldats, par les barbouzes français, jusqu'à ce que il a même exigé, parce que dans son exigence, quand il arrivait à Bangui, il a exigé qu'il voulait une garde qui n'était pas composée des soldats des FACA, mais des gens que lui, il maîtrise. C'est pour ça que vous avez vu, dès qu'il a voulu engager cette rébellion, il y a eu des défections au niveau de l'armée centrafricaine, parce qu'il avait des complicités à l'interne. Donc, quand vous voyez tous ces éléments-là, quand vous voyez comment la France fonctionne, parce qu'elle a imposé l'arrivée de M. François Bozizé en RCA, elle a préparé l'élection, ça a échoué, parce que quand M. Bozizé est enlevé, est écarté de la course aux élections, c'est là où on a eu rébellion. C'est là où une rébellion éclate exactement, et on commence à avoir une coalition de quoi, CPC ou bien de tous ces gens-là aujourd'hui. Et qui les fournit les armes? Les positions, qui donnent les positions de l'armée régulière des FACA? C'est justement les satellites français. Comment on peut attaquer un pays comme la Centrafrique, alors qu'il y a des militaires français, il y a une base militaire, il y a un stationnement de l'armée française au niveau de l'aéroport de Bangui, qui ne peut pas réagir. C'est l'armée russe depuis le Soudan qui se déplace, qui déplace son armement qu'ils ont stocké là-bas, qui vient chasser les rebelles en Centrafrique. Donc, vous comprenez qu'il y a une complicité manifeste de la France, comme ils ont raté les différents coups, c'est-à-dire politiques et militaires rebelles. Alors, il fallait utiliser maintenant les barbouzes. Et c'est pour ça qu'ils avaient prévu déjà ça. C'est un scénario parce que M. Guignolo fait le tour de la sous-région. En dehors de la sous-région, il va au Mali, il va au Soudan, il va un peu de partout. Donc, il fait tout le tour. Il va même en Libye et tout le reste. Donc, il connaît bien la sous-région. Ce n'est pas aujourd'hui. Et justement, c'était la troisième option pour éliminer le président Faustin-Archange Touadéra. Donc, les Centrafricains doivent se réveiller. Et je crois que vous avez annoncé une marche importante contre la France aujourd'hui. Pour ce mercredi. Pour ce mercredi. Donc nous devons encourager ces Centrafricains à débusquer, à dire à la France de dégager de son territoire. Et ça, parce qu'on ne peut pas continuer à voir ces barbouzeries se manifester dans notre continent, dans notre territoire, et on reste tranquille. Pendant ce temps, Edmond Kuaté, il y a des tractations depuis quelques jours, déjà depuis hier d'ailleurs. La France a besoin de tout mettre en œuvre pour extirper M. Guignolo des mains des autorités centrafricaines. Est-ce que les autorités centrafricaines vont laisser faire alors que l'Afrique tout entière demande la tête de M. Guignolo? Steve, ce matin, à la différence de ce que vous savez, je ne vais pas faire le procès de la France. C'est un criminel qui a déjà été, je vais dire, dont la culpabilité a déjà été établie. Je vais dire, son procès, nous l'avons déjà suffisamment fait. On n'a plus à établir, on n'a plus besoin d'une preuve quelconque pour établir la criminalité ou alors le degré de sadisme, de cynisme de la France en Afrique. Et pas seulement d'aujourd'hui, pas d'hier. Je vais dire, le cas centrafricain, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan que nous avons suffisamment établi. Je vais dire suffisamment. Et donc, aujourd'hui, c'est le procès de nous autres Africains que je vais faire. Parce qu'il est temps qu'on le dise. Lorsque dans un village, il est établi, le voleur est identifié, et que c'est encore les fils du village qui vont chercher ce voleur pour l'inviter à la maison, ça pose problème. Désormais, c'est plutôt la moralité de ces fils du village-là qu'il faut questionner. Je veux dire quoi? Je veux dire que la rencontre des peuples, comme le disait le président, la rencontre des peuples, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Et il faut savoir que la rencontre des peuples, aux ambitions et aux visions diverses, n'est-ce pas, de la civilisation et du monde tout simplement, fait en sorte que la menace devient la règle et la tranquillité devient l'exception. Dès que vous vous rencontrez, dès que vous vous êtes rencontrés avec d'autres peuples qui n'ont pas la même vision que vous, qui n'ont pas les mêmes ambitions que vous, sachez que
cela constitue déjà en soi une menace. Et donc, vous devez vous organiser pour vous défendre. Ce que je veux dire, lorsque vous regardez l'arsenal qu'on a retrouvé chez ce monsieur, on n'a pas retrouvé autant de Français. C'est pour faire quoi? C'est pour remettre à des Centrafricains qui vont accepter de s'en servir pour mettre à mal la Centrafrique. Ça fait combien d'années que cela dure? Depuis Boganda, Dako, Patassé, Bokassa et tous les autres. Oui, Bozizé, Djotodia. Vous vous souvenez que Djotodia, Catherine Samba Panza, Djotodia, c'était un petit vendeur de poissons au Bénin. Lorsque ces messieurs-là, c'est le même. Parce que c'est eux qui ont organisé les Séléka. Ces messieurs sont allés le chercher au Bénin, vendeur de poissons, l'ont ramené, n'est-ce pas, en Centrafrique, organisé, donné, n'est-ce pas, toute la logistique que vous voyez. Il n'est pas son premier coup. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis, faire encore le procès de la France, c'est comme se redire, ça devient redondant. La France ne sait faire que ça. Sa survie dépend de ça. Sa survie repose sur le crime. Sa survie repose sur le vol, sur le sadisme. Si la France ne fait pas ça, la France n'existe plus. Et donc aujourd'hui, il est temps que nous disions à nos frères, aux Centrafricains, qui vont accepter de se mettre en coercion avec ces messieurs-là, prendre ces armes-là, prendre tout ce que nous avons vu là, pour aller déstabiliser leur propre pays, sans se poser la question. Ce que Djotodia a fait hier, ça nous a mené à quoi? Sans se poser la question. Ce que Bozizé est en train de faire et continue à faire. Et ce qu'il a fait avant, ça nous a mené à quoi? Sans se poser la question. Depuis des temps, depuis que ces Français se succèdent ici, ce n'est pas le premier mercenaire. Quand il fallait enlever Bokassa, on a utilisé des mercenaires. Quand il fallait enlever Patassé, on a utilisé des mercenaires. Quand il fallait enlever Bozizé, on a utilisé des mercenaires. Mais depuis là, ça nous a servi à quoi? Lorsqu'un peuple ne peut pas s'asseoir pour se poser cette question et se dire, mais celui qui vient nous donner ça, pourquoi lui, il ne peut pas se servir de ses armes en France? Il y a des quartiers difficiles en France, non? Parce que si on doit mettre tout ça en disant, sur le registre de la misère et de la pauvreté, en disant non, ceux qui acceptent jouer, n'est-ce pas, ceux qui acceptent la sale besogne, c'est parce que c'est difficile, la vie est difficile, c'est parce qu'ils sont pauvres et misérables. Je dis non. La misère est plus galopante en France que vous pouvez le croire. Les quartiers difficiles en France, lorsque Sarkozy, ce nom que j'aime pas beaucoup prononcer, lorsqu'il disait « je vais nettoyer les quartiers au Karcher », il parlait bien des êtres humains. C'était des enfants des quartiers difficiles, ceux qui s'en sortaient très difficilement, ce qu'on appelle les banlieues. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller donner ces armes-là aux enfants des banlieues en France pour aussi, n'est-ce pas, revendiquer leurs droits et revendiquer un mieux vivre et un mieux être en France? Pourquoi toujours venir en Afrique, n'est-ce pas, tendre un billet de banque aux Africains pour leur dire, voilà, armes et munitions, allez détruire votre pays? Il faut que les Africains se posent cette question. Nous, les Africains, et quand je parle des Centrafricains, je parle des Camerounais, je parle des Gabonais, je parle des Congolais. Vous savez que ça a été pareil avec au Congo pour que M. Sassou Nguesso devienne président. Oui. Vous vous souvenez, en 93, entre 93 et 97, des milliers de morts. Mais il faut que les Africains se posent la question. Quand nous acceptons de nous mettre en coaction avec ces mercenaires, prenons leurs armes et leurs munitions, tuons nos propres frères. La suite, c'est quoi? Ça nous donne quoi? Ça nous apporte quoi? Entre-temps, après, quand il a fini de faire tout ça, vous l'avez très bien dit, les extractations sont déjà en marche pour l'exfiltrer. Ça, c'est pour le ramener en France et vivre paisiblement. Vous suivez les documentaires où beaucoup de ces mercenaires qui ont opéré, qui au Cameroun, qui en RDC Congo, ex-Zaïre, qui en Centrafrique, on va parfois chez eux, dans leur chalet, tranquille, les interviewer et ils racontent avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'exultation, n'est-ce pas, les crimes qu'ils ont perpétrés. Vous avez suivi ceux qui ont assassiné Lumumba. Quand on est allé les interviewer chez eux, il était même content de brandir son trophée de guerre, qui était la dent, n'est-ce pas,
Mais entre-temps, vous savez combien de Congolais il a massacrés? Combien de Congolais il a envoyés au cimetière? Vous savez tout ce qu'il a perpétré comme crime au Congo? Mais il était bien couché chez lui dans son chalet. Et entre-temps, ceux qui l'ont aidé en Afrique, ceux des Congolais qui l'ont suivi, qui l'ont aidé pour tuer Lumumba et compagnie, pour tuer leurs propres frères congolais, je ne suis pas sûr qu'ils étaient aussi tranquilles dans leur chalet au Congo. C'est ça le problème. Il faut que les Africains arrivent à un certain degré de maturité pour se demander jusqu'à quand est-ce que nous allons accepter, n'est-ce pas, de suivre ces barbouzes-là, ces mercenaires, ces criminels qui viennent chez nous, nous donner armes et munitions, seulement les armes et les munitions. Si vous convertissez toute cette logistique-là en petits moyens de production industrielle, ça peut nourrir combien de Centrafricains? Je veux dire, si vous prenez l'argent qui a servi à l'acquisition de ce matériel pour seulement convertir cela en un petit outillage de production de je ne sais pas quoi, de maïs, de macabo, de manioc. On a trouvé justement sur lui, hein, Edmond Kuaté, sans vous couper, des billets de banque qui circulent en Afrique de l'Ouest, et sans oublier en Afrique centrale, et bien sûr des milliers de dollars et des milliers d'euros. Ça veut dire que, oui, parce qu'il est en mission. Il est en mission. Ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Et ceux des Centrafricains, ceux des Africains, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, je fais le procès de nous autres Africains, ceux de nous autres Africains qui acceptons, n'est-ce pas, ces armes-là, qui acceptons ces munitions, qui acceptons même ces billets de banque, pourquoi on ne peut pas lui dire, mais mon frère, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin, n'est-ce pas, des outils pour produire du manioc. Nous avons besoin des machines pour transformer notre bois qu'on coupe ici et qu'on va vendre à l'extérieur et qu'on transforme à l'extérieur et qu'on nous revend ici à prix d'or. Nous avons besoin des petites machines pour pouvoir labourer nos terres. Nous avons besoin de petites machines pour pouvoir construire nos maisons. C'est ce qu'il faut leur dire. C'est ce que les Africains doivent faire. Il faut qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, de suivre... J'ai pas envie de prononcer des gros mots ce matin, mais quand même, ça, c'est pas des êtres humains. Quand vous regardez ce monsieur avec son air assez... c'est pas un être humain. Oui, c'est un sadique. C'est quelqu'un qui vit du sang. Je l'ai toujours dit. La France est un pays qui a une âme vide. Et son âme, pour se remplir, a besoin du sang et de la sueur des Africains. Il est temps qu'on arrête de nourrir l'âme de la France avec notre sang et notre sueur. Il faut qu'on arrête cela. Nous ne sommes pas différents. Il faut qu'on le dise. Nous ne sommes pas différents de ces Africains qui, à l'époque, faisaient la chasse aux autres Africains pour aller livrer aux Blancs. Parce qu'il faut le dire, quand ces négriers venaient, ils installaient leurs bateaux, ils se couchaient sur la plage, ils donnaient un peu de rhum, un peu de whisky, un peu de vin, un peu de sel aux chefs africains qui envoyaient leurs soldats à la chasse au village pour traquer les jeunes hommes forts qu'on venait ensuite vendre à ces négriers-là qui attendaient tranquillement sur les plages. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons différemment? Nous ne sommes pas... Quand nous acceptons de prendre ces armes et ces munitions... Et les retourner contre nos propres frères? Les retourner contre nos propres frères, pour détruire nos propres pays. Est-ce que nous sommes différents de ces Africains qui, à l'époque, on a parlé de l'époque de l'obscurantisme, mais nous, aujourd'hui, nous sommes à l'époque des Lumières. Mais qu'est-ce que nous faisons de différent que ceux-là qui allaient attraper leurs propres frères africains pour aller vendre à ces Blancs-là et comme esclaves? Qu'est-ce que nous faisons de différent? Est-ce que nous sommes différents de ce Ouattara qui a déversé des tonnes d'armes, n'est-ce pas, à travers le Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, pour décimer les Ivoiriens? Est-ce que nous sommes différents de ces gens-là? Mais non, il faut que les Africains sortent de ces chemins-là. Il faut qu'on sorte de ce chemin où nous sommes des instruments, n'est-ce pas, aux mains de ces Français-là pour détruire nos propres pays, pour tuer nos propres frères, pour piller nos propres richesses et envoyer, n'est-ce pas, pour le bonheur et n'est-ce pas, le bien-être de ces Français. Il faut qu'on sorte de ces chemins, il faut qu'on pense qu'il est temps qu'on leur pose des vraies questions, qu'on leur demande, mais les armes que vous venez nous donner, pourquoi est-ce que vous ne les utilisez pas dans vos propres pays, contre vos propres frères? Quand est-ce qu'on a vu un Africain? Est-ce qu'il n'y a pas... Quand est-ce qu'on a vu un président africain et également chargé des mercenaires pour aller détruire, n'est-ce pas, la France? Quand
ça ne s'est jamais vu. Pourquoi est-ce que les présidents français, les autorités françaises doivent toujours envoyer ces barbouzes-là pour venir, n'est-ce pas, convaincre les nôtres? Au Mali, on l'a vu, ceux qu'on appelle djihadistes, ce ne sont pas des djihadistes, c'est des personnes qui sont manipulées et retournées contre leur propre pays. Il est temps qu'ils se posent la question, ça nous sert à quoi? On a vu les Français détruire les Nigérians avec la guerre du Biafra. On sait comment ça se passait, des avions partaient du Gabon chargés d'armes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous prononcez certains noms en Afrique, moi ça me donne la nausée. Les Bongo, ça me donne la nausée tout simplement. Les Houphouët-Boigny, c'est des noms qui donnent envie de gerber. Tant nous savons les Kimbafori Sorogium, les Fonya Simbe et Yadema, c'est des noms qui donnent envie de gerber. Parce que c'est des gens qui ont tué ce continent. Quand leurs actions, ils n'ont servi, ils n'ont été que des supports aux mains de la France pour détruire le continent. La guerre du Biafra a fait combien de Nigérians tués? Combien de Biafrais tués? Des milliers. Et c'était soutenu, des millions, soutenus par la France. N'est-ce pas? Arrangé, financé par la France. Et donc, quand est-ce qu'on va continuer, n'est-ce pas, de rester dans le même chemin, produire les mêmes résultats, tuer nos propres frères, piller nos propres richesses pour que la France soit un grand pays? Merci beaucoup pour cette belle analyse, Edmond Kuaté, Albert Anatolaïs. Il faut également préciser par ailleurs que M. Quignolo, on l'a découvert avec le drapeau russe et le conseiller russe du chef de l'État centrafricain, Foussin Akansoadara, M. Valéry Zakharov, a publié d'ailleurs un message sur Facebook et déclare: un citoyen étranger a été détenu à Bangui aujourd'hui avec une énorme quantité d'armes et surtout de munitions. Une enquête est en cours et les circonstances sont à clarifier. N'est-ce pas également une autre occasion pour les Russes de se dédouaner et de déclarer haut et fort: on vous avait dit il y a quelques jours encore que nous n'étions pas derrière les exactions, comme le déclarait d'ailleurs Radio France Internationale. Avant tout propos, Steve Joselangos, il faut mettre cette affaire de M. Juan Rémy Quignolo dans le cadre d'une atteinte à la sûreté de l'État centrafricain. Ce qui implique que c'est un terroriste, c'est pas un mercenaire. C'est justement ce que nous déclarons. Il est le représentant d'une entreprise terroriste. Quelle est la différence entre les deux? Il y a une différence. Parce que lorsqu'on dit mercenaire, sur le plan juridique, c'est pas la même chose. Oui. Celui-là, c'est un terroriste parce qu'en France, lorsque un marginal bien radicalisé, un marginal, voilà, un radicalisé, comme ils appellent là-bas, utilise le couteau de cuisine pour poignarder quelqu'un, pour poignarder un enseignant, on le traite de terroriste. Oui. Et on l'abat. Et on l'abat tout de suite. Et on le traite de terroriste parce que lui, il a utilisé un couteau de cuisine. Lui, il a tout simplement un enseignant de guerre digne d'un commando, d'un régiment militaire. Et vous voulez qu'on dise que c'est un mercenaire avec les lunettes à vision nocturne? Non, il faut qu'on soit sérieux. C'est un terroriste, point barre. Et je pense que de ce point de vue, si nous étions dans un État islamique, la charia aurait pu le rôler pour gérer le cas celui-là. C'est pour justement embrayer sur le fait que il ne s'agit pas d'une affaire qui peut être réglée sur le plan diplomatique ou politique. C'est une affaire judiciaire et militaire. Ça veut dire que la justice centrafricaine doit prendre ses responsabilités. Le président Touadéra est le garant en tant que président de la République et l'institution fondamentale de son pays. Il a vocation à protéger et assurer la sécurité et assurer l'intégrité territoriale de son pays. Oui. De ce point de vue, si il laisse que Paris extrade ces terroristes, il envoie un très mauvais signal à ses concitoyens. Ça, il faut le dire. Parce que, souvenez-vous, lors de la fameuse opération Sangaris, combien de Centrafricains ont été violés par l'armée française? D'enfants, même pas d'adultes. D'enfants. Là, c'est quoi? Au niveau de la justice française, un non-lieu. Comme si la justice française a vocation à connaître des crimes qui sont perpétrés sur le sol africain à part ces barboses. Je parle de ces éléments pas son armée d'occupation. Donc, quand j'ai dit que il s'agit là d'une affaire qui porte atteinte à la sûreté de l'État, ça veut dire que c'est une affaire suffisamment grave qui ne peut pas faire l'objet d'aucune négociation, que ce soit diplomatique ou politique. Quand je dis cela, je voudrais quand même vous rappeler quelque chose. C'est quoi? C'est que M. Quignolo fait partie de ces individus qui
travaillait pour le compte de Gala Society au Mali. Et ça dit d'une société qui assure la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Et Gala Society était une entreprise, était une société de protection rapprochée qui était payée par le PMC Cameroun. Ça c'est important, par le pari mutuel urbain du Cameroun. C'est pour que vous compreniez qu'il y a des liens. Où ce sont les liens? Oui. Je vous dis que Gala Society était payé par le pari mutuel urbain du Cameroun. Et Gala Society assurait la sécurité rapprochée du président Ibeka, l'ex-président malien. Donc, c'est donc pas anodin qu'au moment où M. Ibeka est dégagé et que les éléments de cette affaire-là se retrouvent en déshérence et se retrouvent en train d'être recrutés comme terroristes ou selon, n'est-ce pas, les circonstances. Je fais une parenthèse, si tu me permets, pour dire que effectivement, M. Ibeka avait été porté au pouvoir par, n'est-ce pas, le canal de Michel Tomi, qui est le patron de PMU. Le réseau corse. Le réseau corse. Donc, absolument. Donc, c'est très important de le savoir. Oui. C'est-à-dire, nous avons, quelquefois, quand nous menons des thématiques ici, vous devez comprendre, ce n'est pas au hasard. Souvenez-vous, nous avons débattu d'une thématique ici. Ils ont financé sa campagne. Qui portait sur la sous-traitance, n'est-ce pas, par la France, des djihadistes du côté du Tchad, je crois du Tchad. Oui. Et voilà, donc nous avons donc là les éléments complémentaires qui nous confortent dans nos analyses, savoir que lorsque Paris n'est pas capable de s'afficher de manière officielle, Paris utilise, je parle de ses dirigeants, ils utilisent des voies contournées. Alors, je pense donc qu'aujourd'hui, lorsque nous revenons sur une autre thématique que nous avons débattue il y a quelques jours, dans le cadre de cette même tribune, notamment les viols présumés, n'est-ce pas, des soldats russes, entre guillemets. Non, Paris et ses médias ont utilisé le terme mercenaire. Mercenaires, oui. Pendant que les Centrafricains, eux, utilisent les formateurs ou les instructeurs, Paris, ils voient les mercenaires. Nous avons débattu d'une thématique ici justement qui portait sur les viols, exactions, crimes présumés des mercenaires russes, entre guillemets, comme Paris indiqué. Et nous avons démontré dans le cas de cette tribune-là que, naturellement, les gens qu'on a fait porter, c'est un témoignage réel ou fabriqué, faut-il identifier que leurs violeurs présumés, c'était des Russes ou bien c'était quelques locodères, d'autres locodères. Parce qu'il n'est pas, vous ne pouvez pas établir qu'un blanc que vous voyez tout de suite est forcément russe ou il n'est pas français. Maintenant, vous voyez donc quelqu'un qui se balade avec un drapeau russe, ce qui on retrouve justement du Viagra, c'est-à-dire des aphrodisiaques. Ça veut dire qu'il se livre à d'autres activités que terroristes. Ça peut être également des viols hein, sur des mineurs, sur des enfants également. La même chose. Voilà. C'est-à-dire que là, nous avons les preuves que, en réalité, cette affaire des viols ou des actions de crimes qui étaient attribuées aux instructeurs russes, en fait, c'est une fausse affaire. Deuxième chose, et ça, il faut le préciser ici, vous avez des personnes qui ont été payées pour témoigner contre les Russes, soit des gens qui font l'objet, ils ont été victimes d'exactions, de violences ou de viols. Nous allons regarder d'ailleurs les images dans un instant. Absolument. Ça, il faut le dire. Parce que nous sommes là pour éclairer nos téléspectateurs. Il est question de déstructurer, j'allais dire, démanteler toutes les officines de désinformation, de manipulation et d'instrumentalisation de l'opinion publique. Alors, il faut donc comprendre une chose. Lorsque j'ai dit que ce qui se passe actuellement en Centrafrique est suffisamment grave pour que ce soit considéré et géré dans l'espace diplomatique, bien le couloir politique, il faut dire que c'est important. Comment cet arsenal a-t-il fait pour arriver à Bangui? C'est une question fondamentale. Comment cet arsenal a-t-il fait pour arriver à Bangui? Ça veut dire qu'il y a une échelle de complicité. Chaîne de distribution.
Maintenant, qui sont les commanditaires et à qui profitent les crimes? Il y a quand même une base militaire du côté de la Centrafrique, Albert Anatole. La base militaire n'a pas vocation à gérer les questions de sécurité. La base militaire a vocation à gérer éventuellement les questions sur la forme, qui relèvent de l'aspect militaire. Oui. Maintenant, la question c'est de savoir qui a fait entrer ce monsieur en Centrafrique. C'est ce qui est important. Et comment a-t-il fait pour entrer avec tout cet arsenal qu'on voit, digne d'un régiment militaire? Ça veut dire que la justice, en tout cas les autorités judiciaires centrafricaines, ont du pain de la plan, sur la planche, tant pour moi. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est important de comprendre une chose. Paris, comme la plupart des autres qui ont pris le continent africain comme le terrain de jeu de tous les truands, comme, n'est-ce pas, le territoire de toutes les saletés du monde, il est maintenant établi que Paris ne veut pas du bien à la Centrafrique, encore moins à l'Afrique. Il est question justement, à travers les subterfuges, à travers les concepts bidons, de continuer à entretenir le chaos pour continuer à s'y maintenir. Lorsque nous faisons le bilan de la présence française en Centrafrique pendant plus de 100 ans, un pays qui est un scandale, un véritable scandale géologique, un scandale économique à bloc très... C'est quoi le bilan de la présence française en Centrafrique? Parlons-en. Mais pourquoi Paris veut-il se maintenir? Quelqu'un est chez vous, vous lui dites, écoutez, votre président me crée plus de problèmes que ne m'apporte de solutions. Partez chez vous, rentrez chez vous. Mais il persiste et insiste de continuer à rester chez vous. Mais c'est quoi le problème? Ce n'est pas un mariage forcé. Ça ne peut pas être un mariage forcé. Vous dites à quelqu'un, votre président me crée plus de problèmes. Ça devient nuisible, tant pour ma population que pour moi-même et mes voisins. Rentrez chez vous. C'est quoi son problème? Mais attendez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre, n'est-ce pas, d'une relation que les autorités, les dirigeants centrafricains ont eu avec la Russie, c'est une alternative. Et aujourd'hui, là, les autorités centrafricaines, à mon sens, ont l'occasion d'engager cette véritable rupture que nous attendons et que nous souhaitons. C'est-à-dire la rupture avec la France, la rupture avec la France-Afrique, la rupture avec l'impérialisme et le néocolonialisme, et la rupture avec l'hypocrisie. Merci beaucoup Albert Anatole ici pour cette autre analyse. Monsieur, c'est du lourd ce matin et je sens que vous êtes assez triste, vous êtes dur d'ailleurs, parce que ce qui se passe sur le continent africain vous affecte énormément. Mais avant de continuer justement ce débat, qui va se terminer d'ici, il faut le dire, 25 minutes, j'accorderai 4 minutes à chacun d'entre vous, nous allons regarder ce témoignage qui nous fait comprendre une chose simple, c'est que, eh bien messieurs, la France a souvent payé des Centrafricains pour témoigner contre les soldats russes. De Bangassou, dans le Mboumou. J'ai reçu la visite des journalistes. Et ces journalistes-là, c'était essentiellement des Français parce qu'ils parlaient couramment leur langue. Ils m'ont demandé de lire des déclarations contre les Russes. Comme quoi, les Russes ont pris mon garçon qui a disparu. Mais moi, je leur ai dit non, mais aucun de mes garçons n'a disparu, je ne peux pas accepter de telles déclarations, j'ai refusé. Après, ils m'ont convaincu en sortant de l'argent, que si je faisais ce qu'ils ont dit, cet argent m'appartient. Une fois de plus, j'ai résisté parce que je suis victime des Français et je ne peux pas accepter les manipulations. Ça s'appelle une manipulation, j'ai refusé. Je suis resté dans ma vérité, parce que je suis chrétien. Messieurs, sur son t-shirt, vous pouvez voir carton rouge. Carton rouge à la France. Président Badakani. Bon, je pense que le débat est très profond ce matin, vous l'avez dit. Bon, il faut d'abord rapidement liquider certaines choses. Le réseau Corse, qui est porté de corps au pouvoir, on ne comprend pas ce réseau, ça convoque par les figures comme Charles Pasqua. Oui. Pour dire que le réseau Corse est intimement lié à la barbouzerie d'État français. Ce n'est pas une aventure. Le PMUC, c'est une entreprise pratiquement d'État. Ça. En France, il faut le dire. C'est comme Elf. Oui. Donc, il est important de dire ça parce qu'on peut croire que non, c'est la seule d'un individu isolé, dominant. C'est la France qui est en train d'agir. Donc ceux qui y jouent justement aujourd'hui participent également, il faut le dire, à la déstabilisation de plusieurs pays.
Non, mais c'est clair. Je voulais dire ça pour que... Participe justement, il faut le dire. Ça pour qu'on comprenne très bien la structure des excroissances. La privatisation de la barboserie ne change pas le fait que c'est une activité de l'État. Parce que c'est eux qui donnent les contrats et qui protègent. Oui. C'est juste une manipulation pour éviter certaines conséquences juridiques. Mais c'est l'État qui continue à agir. Deuxièmement, les accusations de viol contre les Russes, mais ça fait sourire. Ça fait sourire. Pour une seule chose. Si la France estime que le viol est quelque chose d'inadmissible, que les exactions contre les populations est quelque chose de dangereux pour la morale, inacceptable. Oui. Ok. Supposons que ce que les Russes font, ce que la France dit des Russes est vrai. Supposons. Donc c'est mauvais. Alors moi je pose une question. Pourquoi la France s'est livrée à ces choses hier? Pourquoi elle continue à le faire? Donc ça veut dire que les Russes ne peuvent pas faire ce que la France fait. La France peut faire. Donc la France, c'est un État exceptionnel. Quand elle fait des actions, c'est une bonne chose. C'est moral. Mais quand d'autres font, entre guillemets, la France est là pour dénoncer. Vous voyez pas que c'est amusant? Quand elle ne pleure pas, on rit. Mais la France, ça se moquer des gens et des Africains. Ça trahit une fois de plus l'essence de l'État français. C'est ça qui est important. À qui on a affaire? L'essence de l'État français. Un pays qui passe le temps qui a érigé les exactions de ses populations centrafricaines, en particulier, et africaines en général, comme étant même sa politique, la politique de l'État français, aujourd'hui se pose en dénonçatrice de supposées exactions russes sur les populations centrafricaines. Mais les actions qu'elle obtient en achetant les gens, mon gosse, c'est une honte morale. Même si la France n'a pas honte, nous devons continuer à dire que c'est une honte. Pourtant, il y a eu des preuves tangibles pour ses propres soldats qui violaient justement des enfants. Je dis que les exactions, ce que vous appelez les actions, c'est une politique de l'État français. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est une politique de l'État français. C'est ce qu'on appelle exaction. Mais en fait, il n'y a pas d'exaction. C'est un crime. C'est une politique criminelle. C'est une politique impérialiste qui est liée, comme Edmond le disait, à la suivi de l'État français. Et c'est là qu'il s'agit. Edmond a soulevé un problème de fond. Il a été extrêmement brillant. Je ne voudrais pas que sa pensée soit mal interprétée. Edmond, il faut continuer à faire le procès de la France. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, j'ai eu accès à des documents stratégiques français. Où dans la stratégie française, il a écrit que une des tactiques de guerre consiste à insister sur cette vieille tradition de mettre le nègre en avant pour que les panafricanistes soient pris à l'usure d'un discours qui va sembler une répétition. Et comme ça, la France va agir désormais, c'est-à-dire aura le terrain libre pour agir. Parce qu'on mettra toujours en avant, on va enfoncer la porte ouverte de l'Africain qui trahit l'Africain. J'ai accès à des documents, il y a des livres qui ont été écrits sur le plan militaire et sur le plan de la stratégie française pour travailler cette affaire. Quelqu'un ne peut pas entrer dans ta maison, il corrompt un de tes enfants ou deux de tes enfants, il est toujours là. Et on te fait accepter que non, ne parle plus de lui, fais la guerre à tes enfants. Mais il ne finira pas prendre ta maison. Il la prendra facilement sans faire aucun effort. De quoi est-ce qu'il s'agit? La question de l'esclavage que tu as convoqué. Oui, c'est vrai, c'est clair. Il y a des lignées en Afrique qui se sont enrichis dans l'intermédiation, le négoce de l'esclavage. Mais c'était après quoi? C'était après que l'esclavagiste ait liquidé les résistants. Il a liquidé tous les résistants. Et il a donné comme choix à ceux qui sont restés la trahison. Je ne vais pas justifier ça. Pas du tout. Mais je suis en train de dire comment on fabrique ces choses. Comment on fabrique ces choses. Ça soulève une question fondamentale. Imaginons qu'on prenne cette stratégie et dire que, ok, parce que c'est un débat qui a cours, c'est pas tu n'es pas le seul à le soulever. D'ailleurs, tu le soulèves très brillamment. Il y a d'autres qui disent qu'il faut exterminer les anglo-colons. Que la guerre maintenant, c'est de prendre le fusil contre les traîtres. Je leur dis, mais c'est... Non. Non. Parce que, c'est nous mettre en guerre civile. Et nous savons ce que ça veut dire. Dès qu'on est en guerre civile entre nous, ben, ils vont venir arbitrer. Puis c'est pour faire la guerre. D'autres vont aller chercher les armes chez eux, puisque l'autre, c'est eux. Chercher les armes chez eux, simplement. Ça pose le problème que nous ne voulons pas aborder. De mon point de vue, par rapport à cette question, c'est mais qui est africain à la fin? Vous croyez qu'un Africain, c'est celui qui a la peau noire? Non, pas du tout. Mais tu vois, ce débat-là, si tu l'approfondis, tu verras à qui tu auras affaire. C'est que ça va soulever. Parce que le débat, il est là. Qu'est-ce qu'un Africain à la fin? Parce que vous aurez toujours des traîtres.
Vous aurez toujours des Africains qui vont faire ce travail. Nous, on a réglé ça ici. Tu étais occupé. Ce débat a été fait ici. Et moi, j'ai sorti ce que j'ai appelé la loi. Une loi fondamentale des contradictions africaines, à savoir que vous avez, c'est un schéma, vous avez près de 40% d'Africains qui travaillent contre l'Afrique. C'est là. Qu'est-ce qu'on fait? La stratégie est de prendre ça en compte. On a dit ça comme il faut. Vous aurez toujours des gens qui ont la peau noire, mais qui en réalité ne sont pas africains. Parce que ils ont un vase qui paraît noir, mais à l'intérieur, il y a autre chose que l'essence de l'Afrique. Vous faites comment pour régler ce genre de choses? Encore une minute, Président. C'est quelque chose qui va au-delà. Terminons. De l'analyse classique de la géopolitique, de la politique et même de l'anthropologie. Mais qui est au cœur de la géopolitique française. Ils savent comment ils font ces choses-là. On peut expliquer ça par les sectes, mais ça ne suffit pas. Du fait que ça va très loin. Vous aurez toujours des Africains qui ont l'apparence africaine, mais dont la mission est de venir jouer ce jeu. De dire que, de servir d'alibi pour dire que les Français viennent dire non, ils s'entretuent entre eux. Ce sont les nègres, ils ne peuvent pas s'entendre. Alors que cette division est organisée, entretenue, fabriquée sur un temps ininterrompu par les puissances impérialistes comme la France. C'est pour ça qu'il faudra toujours faire le procès de la France. Parce qu'en faisant le procès de la France, vous faites le procès des endocolons. Vous voyez qu'il y a une différence entre M. Bozizé et les Français. C'est un Français de second niveau. Et De Gaulle avait compris ça quand il met l'Empire en 1958. Il fait la citoyenneté française, il dit on va la généraliser dans tout l'Empire. Mais dans le secret, il hiérarchise cette citoyenneté. Il y a la citoyenneté A, c'est les vrais Français de souche, les vrais Français B et C. On a catégorisé. Le fait Boigny là, c'était les Français catégorie B. Mais eux, ils ont cru qu'ils étaient des Français. Jusqu'au jour où on leur a appelé que non, vous êtes des porteurs de caleçons. Catégorie C, des sous-fifres qui en bas, on pourrait leur donner le visa tout le temps d'aller en France et venir. Pour créer cette troisième race qu'on est en train de créer, à savoir les binationaux. C'est-à-dire des gens qui sont français, en même temps africains, qui peut être ambassadeur en France, il peut être ambassadeur de son pays en France, et un matin, Macron le nomme ambassadeur de la France dans un autre pays africain. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est une constitution historique, claire, bien élaborée, pour nous diviser. Donc, l'important, c'est d'intégrer ça et d'élaborer une stratégie qui intègre cette affaire, qui nous fait éviter la guerre civile et de bouter hors la France. Quand la France est boutée hors, les endocolons meurent. Parce que face à toi, comme ça, face à face, un endocolon ne peut pas tenir. Il tient parce que la France est derrière lui. Si on boute la France hors, les endocolons vont mourir. Et on est en train d'avancer dans ça, on est en train d'avancer par rapport à ça. C'est ça que Bozizé a résolu en Centrafrique. Touadéra l'a compris. Et vous avez vu, dès que les Russes sont arrivés, toute la classe politique centrafricaine néocoloniale s'est rangée du côté de Bozizé et de la France. Dis-moi comment, même ces pires ennemis d'hier, les Dologué et les consorts se sont rangés. Pourquoi? Parce que Touadéra a compris. Si j'ai un vrai allié qui peut équilibrer le rapport de force, l'affaire est réglée. Tous se sont rangés derrière la France et ils n'ont pas les moyens sur le plan militaire, avec la présence russe, d'affronter Touadéra. Il faudra simplement que cette politique continue intelligemment et nous profitons, n'est-ce pas, de ce moment-là et on se libère. André Kizzelfanga, en 4 minutes, peut-on dire aujourd'hui que c'est la fin de la France sur le continent africain avec tous les soubresauts que nous voyons et tous les scandales qui viennent à jour? Ben, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Et ça, c'est un cycle normal de la vie. Je pense que l'apogée de la criminalité française va arriver, je crois, à sa fin. Oui. Il faut se le dire clairement, et parce que nous avons des esprits brillants, et je partage l'avis du président Badakani par rapport aux endocolons, à ceux qui ont reçu le certificat d'évoluer. Donc, parce que vous savez que quand vous avez... C'est de ça qu'il s'agissait à cette époque. Quand vous avez bien servi le colon, on vous donne un certificat d'évoluer que bon, vous êtes maintenant appelé peut-être français de deuxième zone ou bien de troisième catégorie et tout le reste. Donc, et aussi longtemps que nous allons continuer dans cette bataille, parce qu'aujourd'hui, RFI est aux abois, France 24 est aux abois, Bolloré est aux abois, l'Élysée est aux abois, ça veut dire qu'on a touché la cible. Ça veut dire que le combat est en train d'être gagné. C'est pour ça que nous sommes là. Donc ça veut dire que la France va perdre, elle est déjà en train de perdre, et elle va perdre complètement l'Afrique. Et toutes ces zones qu'elle avait le contrôle. Ça c'est clair. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas entrer dans les combinaisons
qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Et c'est pour ça que je me toujours rappeler aux Africains. Quand vous avez Canal Sat sur votre toit, vous êtes un colonisé. Quand vous avez Orange, d'ailleurs, je appelle la direction de Nestlé de nous donner les puces. Parce qu'on ne veut plus utiliser Orange. On doit avoir au moins des puces Nextel pour que ça passe, c'est au moins africain, camerounais. Pour dire que quand vous avez les vestiges, quand vous avez tous les éléments français encore avec vous, vous êtes un colonisé. Et je salue particulièrement quelqu'un ce matin, le ministre des Transports, qui vient encore donner sa bénédiction à M. Vincent Bolloré avec le train de la mort. Vous comprenez un peu? On vient encore dire que non, Intercity va reprendre. On allait prendre un vieux truc, on a peur. Voilà le comportement des Africains d'un autre style. Non, on doit arrêter ça parce qu'aujourd'hui, on doit se débarrasser de tout ce qui est français. Même le rail actuel est encore français, c'est encore les vestiges de l'ancienne colonisation. C'est Bolloré qui a la donc, aujourd'hui... Mais le rail a été construit par les Allemands. Les Allemands, bien sûr, mais les Français se sont appropriés. D'ailleurs, ils ont tout vendu le rail. Ils ont vendu le rail. On a démantelé On a démonté plein de routes, plein de chemins de fer. Ils ont vendu ça, ils ont vendu à quelques sociétés là. Bon, je ne veux pas citer le nom. Vous comprenez un peu avec beaucoup disent on a vendu à Bolloré. Bien sûr. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, quand nous les Africains, nous arrêtons, et je pense que, et je vais le redire, oui, nous devons même arrêter d'avoir les débats en français. C'est aussi ça la révolution. Nous devons chercher une langue où nous devons nous comprendre tous. Si c'est le Bassa, on adopte. Si c'est le Douala, on adopte. Si c'est le Bané, on adopte. Si c'est le Bangante, ou bien, peu importe la langue qui peut nous aider à communiquer, il faut commencer cela. Et je pense que c'est très important. Ça fait partie de la révolution. Troisième chose, je pense qu'il faut refonder l'éducation de notre nation, de nos nations. Parce qu'on ne peut pas avoir Hachette qui imprime tous nos livres et cahiers qu'on envoie chez nous en Afrique. C'est elle-même qui conçoit le programme scolaire. Vous allez faire comment pour battre la France quand les programmes scolaires sont conçus en France? Et dans ces programmes scolaires, on vous dit que non. Un enfant de 12 ans, 13 ans, 9 ans même déjà peut avoir des relations sexuelles consentantes. On commence à leur dire que non. L'enfant peut se faire enflammer le derrière. Et il y a même un très grand Français là qui a fait un témoignage. Il dit que non, pour lui, il prend du plaisir aller avec des petits garçons et tout le reste. Et un très grand professeur. Hein? Et vous voyez que on a un problème avec cette éducation française. Donc, nous aurons la victoire. Ce qui est sûr, parce que nous sommes dans la vérité. Parce que la vérité, peu importe. Le mensonge peut prendre l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, la vérité finira par triompher, arriver toujours en premier. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Donc, débarrassons-nous de tous les oripeaux, débarrassons-nous de toutes les couvertures, débarrassons-nous de tout ce que la France a voulu nous imposer. Parce que la même stratégie, c'est de nous entretuer. Merci. La même stratégie, c'est de nous combattre. La même stratégie, c'est de nous diviser pour mieux régner. En fait, c'est du machiavélisme qu'ils ont mis en place, alors que nous devons être cet État africain où nous savons vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ce n'est pas seulement un mot politique, mais ça doit être un slogan qui doit nous permettre de vivre ensemble au quotidien. Merci beaucoup André Christelle Fanga. Edmond Kouyaté, tous les Africains aujourd'hui qui ont vu les images de la Centrafrique depuis lundi dernier, 10 mai de l'an de grâce 2021, veulent la tête de M. Quignolo sur un bio. Oh, on peut couper la tête, c'est l'hydre en fait. C'est l'hydre. Oh, si vous coupez sa tête, ça change fondamentalement rien. C'est l'hydre, vous coupez ici, ça apparaît là-bas, il y a mieux à faire. Mais chaque fois qu'on en trouvera, pour bon nombre d'Africains, il faut toujours couper les têtes. Parce qu'ils ont coupé les têtes des UPCistes, des nationalistes, qu'ils mettaient justement sur des pieux. C'est vrai. Pour montrer justement aux Africains que la personne qui fera le contraire, voilà, il faut mentalement et psychologiquement toucher, nous dire si vous le faites la prochaine fois, voici ce qui va se passer. Vous arrivez. Je dirais mieux, il faut mettre sa tête sur un corps de boucher, comme avait dit quelqu'un. Bon, mais juste pour ça détend l'atmosphère. Allez-y. Ça détend l'atmosphère. Qui est très lourd d'ailleurs ce matin. C'est trop sérieux d'ailleurs ce matin. On ne comprend pas pourquoi. Le sujet est vraiment très intéressant et très important. Oui. C'est révulsant, c'est indignant. On ne peut pas comprendre qu'en plein 21e siècle, des gens continuent de nous traiter comme des bêtes de somme. C'est pas normal.
Nous ne sommes pas en 1800, quand même. Mais quand même, nous ne sommes pas dans les années, je vais dire, d'obscurantisme. Nous sommes en pleine année de lumière où l'acte qui est posé à Wenzhou peut être connu à la seconde prête, je vais dire, partout. Ou quand quelque chose, quand un événement se passe, je ne sais pas dans quel coin perdu du monde, à l'instant, tout le monde est au courant de l'information et de manière simultanée. Donc, c'est plus normal qu'on accepte que des gens nous traitent comme des bêtes de somme. Juste pour dire quelque chose par rapport à ce que le président Banda a dit. Non, président. Et tu as bien fait de le souligner, que ma pensée ne soit pas galvaudée. Je ne demande pas, oui, je ne demande pas qu'on arrête le procès de la France. C'est-à-dire, je demande tout simplement que et le receleur et le bandit, et que le receleur et le bandit, parce que l'un se cache toujours sous le couvert de l'autre. Oui, que les deux procès se fassent simultanément. Parce que parfois, quand on se concentre sur le receleur, le bandit a le temps de respirer et même de produire, de servir de modèle aux autres bandits. En se disant, bon, moi je peux voler calmement, on fera le procès du receleur. Non, moi je demande que les deux procès soient faits simultanément. C'est-à-dire que ces Africains perfides, malicieux, malsains, qui acceptent de se prêter au jeu, qu'ils sachent que autant nous dénonçons leurs maîtres, autant nous allons les exposer à la face du monde, qu'ils voient leur visage hideux, et que les autres Africains voient leur visage hideux et qu'ils refusent également de se prêter à ces jeux. Tripla a posé un problème qui interroge sur la présence des multinationales. Parce que chaque fois que nous faisons le procès des multinationales, les gens nous brandissent quelque chose, les emplois. Quand on a commencé à s'attaquer à Bolloré, oui, on nous a dit, oh, ils emploient 4000 personnes. Bon, comme si quelqu'un d'autre, comme si celui, depuis qu'on a mis, je vais dire, qu'on a passé ça aux Camerounais, on a chassé tous les Camerounais, tous ceux qui étaient employés là-bas. Mais c'est une incongruité. Mais il faut également rappeler, hein, Edmond Kouyaté, que Camaraï emploie moins que ce que la régie Fercam employait. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est le jour et la nuit. Et donc, les gens nous excipent souvent cet argument qui pour moi est un argument fallacieux qui ne devrait pas. Parce que le travail que vous faites, si vous avez besoin de deux personnes, quelle que soit la personne qui viendra, il ne fera pas ça seul. C'est pas comme si Bolloré employait ses Camerounais par faveur. C'est pas une faveur. Un cadeau. C'est pas un cadeau. Non, il faut que c'est pour ça que je dis, nous avons des chemins un peu trop tordus, nous souffrons de trop de complexes. Et ça nous alourdit. Parce qu'il a posé un problème qui en réalité est le procès qu'on doit faire aux multinationales françaises en Afrique. Comment est-ce que ce monsieur-là, il n'a pas porté cet arsenal dans un sac à dos? Il n'est pas descendu d'un avion avec ça et puis il a traversé les barrières douanières et tout ce qui va avec. Il a tiré son trolley. Comment est-ce qu'il a réussi à sécuriser, à importer ce matériel et à les sécuriser chez lui? Non, ce n'est pas lui qui les a importés. C'est venu pour le compte des bases militaires françaises en Centrafrique. Et c'est dans des véhicules français qu'on les a transportés pour aller les déposer chez lui. On ne les a pas transportés dans un véhicule ordinaire. Non, ne vous y trompez pas. Et là, il a posé le problème également de sociétés comme PMU. Vous avez vu qu'il y a eu un procès de Bolloré où il a avoué qu'il a corrompu, n'est-ce pas, des autorités africaines pour avoir le port togolais et je vais dire guinéen, de Guinée-Conakry. Il a avoué aux yeux du monde entier. Et il a avoué que c'est grâce à lui, c'est lui qui a financé, n'est-ce pas, la campagne de Fogna Simbe et Alpha Condé. Il a avoué aux yeux du monde entier. C'est pour, imaginez-vous, quand un monsieur peut avoir autant de prégnance sur un président africain, imaginez-vous qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Il peut faire venir les armes parce que c'est lui qui contrôle le port. Il peut faire venir les armes. Ça s'est passé au Cameroun. On peut interdire, le président peut donner l'ordre. Merci. Que ces conteneurs ne soient pas contrôlés. Et donc, c'est pour ça que nous disons il faut faire très attention avec ces multinationales que nous avons chez nous. Arrêtez de nous exciper l'argument de ils emploient les Camerounais. Non. Tous ceux qui vont faire dans le même secteur vont employer des Camerounais. Et ils font tout pour que les nationaux n'émergent pas dans le secteur où ils opèrent. Ils font tout pour nous bloquer. Et donc,
Arrêtez de nous exciper ces arguments. Ces multinationales sont hyper dangereuses et c'est à travers elles qu'on finance, n'est-ce pas, plusieurs de ces faux. Des déstabilisations sur le continent africain. On vous comprend parfaitement, Edmond Kuaté. Albert Anatola ici, nous sortons de cette édition de DBS Matin qui avait pour thème Centrafrique des mercenaires français au secours de Paris. Jusqu'à preuve de contraire, on a l'impression justement que M. Quignolo était là pour secourir Paris dans sa lutte contre les Russes. Avant de venir à votre question, je voudrais rassurer Edmond que on a tenu le même argument, les mêmes arguties. Les mêmes argumentaires, les mêmes arguties s'agissant du départ de Bolloré du côté du terminal conteneur du port de Douala-Bonabéry. C'est-à-dire que comme si on va perdre des emplois, mais il est parti avec l'argent des contribuables qui en venait plus de 24 milliards. Et là, il est parti avec le logiciel d'exploitation du terminal conteneur. Exactement. Mais aujourd'hui, on a préservé les emplois. Il y a une autre logiciel qui a été installée. On fait plus. Et les locaux font plus. Voilà, donc je pense qu'il faisait d'autres choses que justement que les emplois. Je voudrais pour terminer, allons-y en quelques minutes. Je voudrais convoquer des éléments factuels que j'ai pris dans l'actualité. D'abord, du côté du Tchad. Vous avez d'un côté Macron sur le plan de l'Élysée qui condamne la transition militaire qui se passe qui est au niveau du Tchad. Et au Tchad, vous avez l'ambassadeur qui est en train de courtiser justement les manifestants qui sont en train de décrier cette transition militaire. Allez-y comprendre quelque chose. Maintenant, je convoque un autre élément factuel. L'interview de monsieur, une autre interview de monsieur Achille Bembe à Deschwele. Il s'agit d'un média allemand. Dans son interview qui fait environ 6 minutes, il y a quelque chose qu'il a dit, parmi les choses qu'il a dit, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et ça, je rejoins, et ça rejoint relativement ce que le président Bana Kanembe dit. Alors, on lui demande son opinion par rapport à l'intervention des forces armées étrangères sur le continent africain. Alors, voilà sa réponse. Il dit, écoutez, c'est à nous de mettre de l'ordre dans notre maison pour que les autres ne viennent pas... C'est l'argument. C'est à nous de mettre de l'ordre dans notre maison pour que les autres ne viennent pas s'installer. J'ai dit ça, c'est vraiment le raisonnement d'un cerveau blanchi. Parce que, sérieusement, lorsque vous avez affaire à ce genre d'intellectuels, ça nous pose un gros problème. Un très gros problème. C'est-à-dire qu'il a en train de donner une rampe au bourreau de continuer à perpétuer ses crimes. Ce qui se passe en Centrafrique, je vous le dis, ce n'est pas un mercenaire, c'est un terroriste. Il doit être jugé comme tel. Je voudrais également convoquer un dernier élément factuel. Nous sommes au Cameroun là. Nous sommes au Cameroun. Et il y a un détournement de plus de 50 milliards de francs CFA à la BICEC. Et parmi les acteurs, il y a un Français qui est le DG. Il peut avoir un détournement de plus de 52 milliards dans une banque sans que le DG soit au courant. Pas du tout. On le fait sortir. On l'a exfiltré. Et c'est la coule douce dans son pays. Mais les Camerounais sont en prison. Mais je crois que là, il y a également un problème. Pour terminer et conclure, parce que très souvent mes conclusions ne sont pas très très longues, c'est pour dire qu'en fait, il faut, à mon sens, que les Africains, je parle des panafricanistes, comprennent que le panafricanisme, ce n'est pas un leurre. Il s'agit de remettre, de restituer l'Afrique aux Africains. Pour que l'Afrique travaille pour les Africains travaillent pour l'Afrique et vice-versa. Le continent africain n'appartient pas aux étrangers. Ils le disent chez eux. Actuellement, il y a un débat en France au niveau de l'ENA de Paris par rapport au racisme à l'intérieur de cette institution. Mais les médias mainstream n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Quand l'Allemagne a envahi la France, aucun Français n'a justifié le fait que la porte des Français était ouverte. Hein. Non, ils n'en parlent pas. Je dis actuellement, au moment où nous tenons ce débat, il y a un gros scandale de propos racistes et de pratiques racistes à l'ENA de Paris. Ils n'en parlent pas. Donc je pense que de ce point de vue, on ne peut pas nous interdire de demander à la France de s'en aller parce que la France, pour nous, c'est un gros problème. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Permettez-moi, avec la complicité de la réalisation, avec quelques minutes, de lire les messages de nos téléspectateurs. Quelques-uns parce que nous ne pourrons pas lire le tout. Ils sont d'ailleurs très nombreux ce matin. Bonjour Steve, la France, toujours cette France. Nous savons ce qu'elle est capable de faire. Son cynisme envers les pays africains a été démasqué, mis à nu à la place publique et surtout du monde. Elle doit comprendre que la Centrafrique est le pion qui fait mal. La France devrait se calmer et demander pardon pour tout le mal qu'elle a fait à l'Afrique. Vive le panafricanisme et vive l'Afrique.
Afrique, à bas la France, Mahmoud Hamzine, qui nous écrit depuis Bonamoussadi ce matin. Jusqu'à preuve de contraire, je regarde actuellement la chaîne et c'est très intéressant. Ce mercenaire espion criminel qui est en mission destructrice à Bangui en Afrique. C'est grave, très grave et très grave, très très grave. Bon, vous ne l'avez pas dit grave tout. Mais je crois que c'est bientôt la chute de la politique destructrice France-Afrique. Depuis hier, je suis connecté à DBS ce matin et c'est vraiment trop intéressant. Merci à vous également. Bonjour Steve, bonjour les grands. La grande France arrogante et rusée est en pleine décadence. C'est grâce à votre génie de panafricanisme que Dieu vous protège. Gop Kwe depuis Yaoundé. Merci également à vous qui nous regardez depuis la capitale camerounaise. Bonjour Steve, il y a tout ton panel. Vraiment trop, c'est trop avec la France. Il faut juger ce gars en Centrafrique, qu'il purge sa peine. Là-bas qu'on fasse manger le coco avec le couscous de manioc, parce que la France a déclaré ouvertement. Gère. En tout cas, merci. Merci également à vous. Hein. J'espère qu'on va le gérer. Vous n'aimez pas sa tête, donc vous comprenez parfaitement. Bonjour DBS, très belle émission. Touadéra doit absolument sortir du franc CFA et créer sa propre monnaie, dégager la base militaire française sur son sol, la MINUSCA et tous les ONG. La France, comme l'a souligné Bandakani, si Touadéra joue le naïf, il payera très très cher et cash. Plutôt, il fera la demande à la France de quitter la Centrafrique. Mieux, ça vaudra que les ancêtres vous protègent et vous bénissent. Cette personne ne nous a pas laissé son nom ce matin, mais nous écarve le plus 49, ça signifie que c'est l'Allemagne. Bonjour chers amis et frères et peuples africains, je voudrais juste signifier que le soldat français arrêté en Centrafrique a sûrement quelque chose à voir avec la mort du président Idriss Déby. À travers l'arrestation de ce Français, les Centrafricains doivent demander le départ immédiat des bases militaires françaises de chez eux. Moi, je pense que c'est le moment de mener l'opération. Chaque Africain sont français, c'est-à-dire qu'avec la disparition des citoyens en Afrique, les Français se retireront et laisseront l'Afrique tranquille. Je me nomme, il n'a pas voulu donner son nom, trop c'est trop. Merci également à vous qui nous avez écrit ce matin. Bonjour DBS, est-ce qu'aujourd'hui encore nos dirigeants ont encore besoin de se plier aux demandes de ces dirigeants occidentaux? Les informations que vous avez, ils les ont certainement. Pourquoi c'est si difficile de couper le lien avec eux, les occidentaux? C'est Moussongo depuis Douala Aqua qui nous a écrit ce matin. Bonjour DBS, que Dieu vous protège, bon travail, je suis fier de vous. Pasteur David depuis le Togo. Merci également à vous, vous êtes très nombreux qui nous écrivez depuis le Togo. Bonjour la DBS, nous vous aimons et toute l'Afrique vous aime, que le Dieu africain vous protège. Je voulais savoir pourquoi ne pas tuer ce mercenaire sans trace, comme ils le font très souvent. Cette personne n'a pas laissé son nom, mais il nous écrit depuis le Togo. Bonjour DBS matin, bonjour à tous les invités qui sont au plateau. Bonjour monsieur Steve Goss, ça fait longtemps. Je n'ai plus vu monsieur Patrick Sapak sur votre plateau. J'espère qu'il se porte bien. Il se porte bien, ne vous inquiétez pas. Sa voix nous manque énormément pour le débat du jour. Moi, je propose que l'État centrafricain mette ce mercenaire hors d'état de nuire et que tous les Centrafricains se lèvent comme un seul homme pour faire partir toute l'armée française sur leur sol. C'est Fabrice Yomi qui nous écrit depuis Niamey au Niger ce matin. Bonjour Steve, vous êtes d'une intelligence incroyable. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous donnez à travers DBS. Mes admirations à vous tous et à tous vos invités de ce matin. Avec l'arrestation de ce mercenaire français en Centrafrique, vous qui luttez pour l'éveil de l'Afrique, vous devez vous mettre sur vos gardes principalement. Vous Steve, président Badakani, docteur Mbelek, 3A et ceux-là aussi qui sont très virulents au débat. Que Dieu le Tout-Puissant vous protège. Je suis Dieudonné et je vous écris depuis le Togo. Merci également à vous. Bonjour monsieur Goss, permettez-moi juste de reposer encore la question à ceux qui nous traitent de complotistes. Voilà un lieutenant de guerre qui a été arrêté avec un drapeau russe. De quel type de preuves avez-vous encore besoin pour vous rendre compte que la France ne peut que créer le chaos en Afrique? Où sont toutes ces ONG qui pilulent en Afrique pour aller dénoncer ces ingérences à l'ONU? En tout cas, je me pose encore la question de savoir, tous ces enfants enlevés au Nigeria depuis près de 10 ans, où en sommes-nous? À mon avis, ils deviennent des rebelles drogués qui intègrent ces groupes armés. Je note quand même, à travers le regard de ce mercenaire, qu'il n'est pas très inquiété. Certainement, il se dit mission accomplie. J'espère que les Centrafricains vont le faire parler. S'il résiste, on l'envoie au Cameroun. Il finira par parler. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse. En tout cas, pour Moto, actuellement, il faut lui faire manger les sandales. Vous comprenez, suivez mon regard.
Bonjour Steve Ngos, en abrégé SN comme Sécurité Nationale. Et merci aux panélistes qui sont pour moi nos sentinelles. Très bonnes analyses comme d'habitude. Merci pour votre dévouement et votre sens du sacrifice pour la cause de l'Afrique que nous partageons majoritairement. Maintenant, j'espère. Un seul mot, continuons. We shall overcome. Est-il possible d'avoir le numéro du président Badakani, s'il vous plaît? Restons unis et fédérons nos forces ensemble. Nous irons loin. Bonne journée. Je suis Assou Laurent. Eh bien, Assou Laurent qui nous écrit depuis dans un pays, je pense. Un pays de l'Afrique, non, depuis la France. Bravo Edmond Kuaté, soutien total pour ce discours que les nombreuses églises chez nous doivent relayer. Vous êtes très nombreux à nous écrire d'ailleurs ce matin, vous êtes très nombreux, il faut le dire. Les anonymes, il y a Eric Freeman, il y a Anani du Gabon, il y a Douli qui nous a également écrit, Abdoulaye Elodie qui nous a écrit depuis Bangui. Je vais lire son message, messieurs, permettez-moi. Bonjour Steve et bonjour au panel. Je tiens à remercier le président Badakani d'avoir fait cette distinction dans notre esprit. Arrêtons de mettre la confusion entre les combattants panafricains et les traîtres. Utilisons du nous me dérangeait, surtout du travail, d'éveil, des sites, que nous puissions distinguer les actes de traîtrise et de combat qui ne sont liés à rien d'autre qu'à l'individu. Et la confusion est l'arme qui est utilisée pour justement contrecarrer notre unité qui est nécessaire. Parfois, on est désespéré du comportement de ces endocollants. Sachons juste bien faire la distinction entre ce comportement et celui de la poignée qui se bat et résiste. Excellente journée, merci à vous. C'est Elodie qui nous écrit depuis Bangui du côté de la République centrafricaine et ils sont d'ailleurs très nombreux les Centrafricains qui nous regardent chaque matin. Albert Anatola ici, merci. Edmond Kuaté, merci d'avoir été là ce matin. Président Badakani, merci à vous. André Kisefanga, merci également. Si tu voulais plus de la parole de revoir. Merci à vous d'avoir été. Du côté des autorités centrafricaines, on affirme avoir déjoué un plan qui avait pour but de renverser le pouvoir en place. Ces 3 dernières années, la France voit systématiquement son influence contestée en Centrafrique par une offensive diplomatique russe. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.